Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Et à la une de l'actualité, la priorité accordée à la situation sécuritaire dans le pays par le gouvernement. Le sujet était au centre de ce Conseil des ministres présidé ce mercredi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, compte rendu en début de journal. Nous irons à Niamey au Niger où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a participé à la 4e réunion présidentielle sur le programme de la monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La réunion a été sanctionnée par un communiqué final. On en parlera dans ce 20h. Et puis, l'actualité nationale également marquée par la publication officielle des orientations des bacheliers pour l'année académique 2017-2018. Plus de 80 000 nouveaux bacheliers orientés. Au Kenya, l'élection présidentielle aura lieu demain jeudi. Le candidat Raila Odinga a décidé de boycotter ce scrutin. Il a demandé à ses électeurs de rester chez eux. Et de son côté, le président Uhuru Kenyatta a exhorté ses concitoyens à voter dans la paix pour l'élection présidentielle de demain. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Commençons par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi le Conseil des ministres. Sécurité et salubrité dans la ville d'Abidjan étaient les principaux dossiers de ce conseil, nous dit notre reporter Viviane Agnimin. Au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 25 octobre, sous la présidence du chef de l'État, la situation sécuritaire générale a fait une fois encore l'objet d'une attention détaillée. Face aux vols et braquages en augmentation, le gouvernement ne baisse pas les bras. L'opération de lutte contre le grand banditisme se poursuit, a fait savoir à la presse le porte-parole du gouvernement. Il a été fait état de toutes les situations susceptibles de troubler la quiétude des populations. J'en évoque quelques-unes. Il s'agit notamment de l'accident d'un avion militaire, de la grève d'agents d'un des syndicats de la douane. Il s'agit de l'Assemblée générale extraordinaire d'ex-combattants démobilisés. Il y a eu quelques cas de vol de numéraire, 6 cas sur des personnes ayant effectué des retraits quelques minutes plus tôt dans les établissements bancaires. C'est peut-être le lieu ici d'appeler à plus de vigilance de toutes les populations. Et les banques et établissements financiers et de façon générale tous les établissements qui sont sensibles sont appelés à utiliser peut-être plus fortement qu'avant les solutions de vidéosurveillance. Tout cela pour aider les services de police dans les enquêtes qui sont menées postérieurement à ce type de situation. L'opération de lutte contre le grand banditisme épervier 3 se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Les patrouilles mixtes de surveillance des sites stratégiques se déroulent dans le même temps. Dans ce contexte, évidemment, nous terminerons en appelant, encore une fois, les populations à une plus grande vigilance. Il faut être absolument partout dans une posture de vigilance permanente. Pour une meilleure organisation de l'entretien de la ville d'Abidjan, des innovations ont été apportées par le Conseil. Désormais, ce ne seront plus 2 structures séparées, comme ça a été le cas jusqu'à présent, qui vont s'occuper de la gestion administrative de la salubrité. Pour plus d'efficacité, le Conseil a décidé de mettre en place une entité unique pour la gestion administrative. Le premier décret porte dissolution de l'établissement public administratif dénommé Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine, FFPSU. Le deuxième décret porte dissolution de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR. Le troisième décret porte création, attribution, organisation et fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence de gestion des déchets de Côte d'Ivoire, l'ANAGED. L'ANAGED, qui est la résultante de la dissolution-fusion de l'ANASUR et du FFPSU, a essentiellement pour mission la délégation des services publics de propriété, incluant la collecte, le transport, la valorisation,
l'élimination des déchets ainsi que le nettoyage dans les régions et communes. Elle a également en charge le contrôle du service public de propriété délégué aux collectivités territoriales ou aux personnes morales de droit privé et la régulation de la gestion des déchets de toute nature. L'ensemble des personnels des 2 structures dissoutes sont réaffectés à l'ANAGED. L'autre nouveauté, l'enlèvement des ordures et le nettoyage des rues sont désormais confiés à 2 sociétés, la société tuniso-ivoirienne et la société Eco et Burni. Si le conflit foncier dans la région du Cavally a une fois encore retenu l'attention du Conseil, les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités. Quant aux personnes tuées, le Conseil a décidé de renforcer la présence militaire dans la région. Voilà, un large compte-rendu de ce Conseil des ministres juste après ce journal. Une monnaie unique pour les pays de la CEDEAO. Le projet était au centre des réflexions de la 4e réunion tenue à Niamey, au Niger, en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La réunion a été sanctionnée par un communiqué final dans lequel les chefs d'État ont réaffirmé leur volonté d'accélérer la réalisation de l'agenda de l'intégration économique et monétaire. Envoyé spécial Jérôme Kofi Abolin. En route pour une monnaie unique, plus qu'un slogan, c'est la vision que s'est fixée la 4e réunion de la Task Force présidentielle de la CEDEAO qui s'est tenue ce mardi 24 octobre 2017 à Niamey, la capitale nigérienne. Une réunion avec pour objectif clair de parvenir à la création d'une monnaie commune dans l'espace CEDEAO. Pour le président du Niger, président de la Task Force présidentielle, cela ne peut se faire sans une volonté politico-économique. La mise en place d'une union monétaire est à la fois une décision économique et politique. Les enjeux sont importants et les défis multiples et redoutables. Une monnaie unique, en réduisant le coût des transactions, en faisant converger les taux d'inflation et en assurant la transférabilité des capitaux, renforcera les échanges des biens et des services, amplifiera la croissance économique et donc la prospérité des peuples de chacun de nos pays. À cette occasion, le président Mahamadou Issoufou, se fondant sur le parcours du président ivoirien Alassane Ouattara à la BCEAO et au FMI, l'a cité comme un champion de l'intégration, donc un acteur incontournable pour l'aspiration au processus de mise en œuvre de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Une marque de considération qui n'a nullement laissé le président Alassane Ouattara indifférent. Pour le chef de l'État ivoirien, l'idéal est surtout de respecter toutes les règles fixées en la matière. C'est important de tout faire pour essayer d'avoir la monnaie unique en 2020. Bon, je sais que ce n'est pas chose facile, mais c'est possible. Et nous devons, à cet effet, prendre un certain nombre de mesures. Ce que j'ai indiqué, c'est que nous devons tout d'abord nous féliciter des mesures qui ont été prises par l'ensemble des États de la CEDEAO. Et donc, en premier lieu, ce qu'il faut, c'est continuer ces mesures structurelles, ces mesures budgétaires, pour être sûr que nos économies sont capables de résister aux crises actuelles, qu'elles soient endogènes ou exogènes. La deuxième chose, c'est de faire en sorte qu'il y ait des politiques de convergence. Nous avons un certain nombre de critères que nous appelons des critères de premier plan, qui doivent être respectés par tous les États, et 2 autres critères qui sont des critères secondaires, que ce soit la question de taux d'inflation, le déficit budgétaire, le niveau de la dette extérieure, le financement du déficit, etc. Alors, je signale que la Côte d'Ivoire, de 2012 à 2015, a respecté tous les critères de convergence, aussi bien les critères premiers que les critères secondaires. Bon, évidemment, en 2016 et 2017 maintenant, avec la crise du cacao, les problèmes donc endogènes, nous avons dû relâcher un tout petit peu et le déficit est remonté à 4 et 4,5%. Mais notre objectif, c'est de ramener ce déficit à 3% en 2019. Ceci veut dire que la Côte d'Ivoire aura respecté tous les critères en 2019. Et ce que j'ai indiqué aux uns aux autres, c'est que tous les États doivent être dans la même dynamique.
de faire en sorte qu'en 2019, nous puissions respecter tous les critères de premier plan au moins, et ceci nous permet évidemment d'avoir une monnaie de la CEDEAO en 2020. Bon, ça me paraît difficile a priori, mais il faut avoir une vision, une volonté politique. Alors pour ce faire, nous avons la surveillance multilatérale entre nous, mais cela ne suffit pas. Nous avons considéré qu'il faut une surveillance internationale, que la plupart des États doivent accepter, qu'il y a une évaluation de leur économie au-delà de la zone de la CEDEAO, pour être sûr que nous sommes sur la bonne voie, que nous convergeons vers ces critères de premier plan et même les critères secondaires. La 4e réunion de la task force présidentielle du programme de la monnaie unique de la CEDEAO à Niamey a vu la participation de 5 chefs d'État, les présidents du Niger, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria comme membres du groupe de travail, le président du Togo en tant que président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président de la République a regagné Abidjan hier. Il s'est entretenu ce mercredi après le Conseil des ministres avec la princesse Astrid de Belgique qui conduisait depuis le 22 octobre dernier une mission économique. Plus de 200 chefs d'entreprise belges ont eu des informations sur les opportunités d'affaires dans le cadre de la coopération commerciale entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Au terme de cet entretien avec le président de la République, 8 accords ont été signés dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et des transports. Hier, 3e journée de la mission économique en Côte d'Ivoire, 11 contrats commerciaux ont été signés entre opérateurs économiques ivoiriens et belges, les temps forts de la cérémonie de signature avec Cheikh Koné. Moment très attendu pour les opérateurs économiques belges et ivoiriens. 11 contrats commerciaux ont été signés par des entreprises privées des 2 pays, ainsi que des chambres consulaires dans les domaines de l'importation et la distribution, de la chocolaterie, de la construction, du transport aérien et de l'industrie graphique. C'est la confiance qui fait effectivement qu'on signe des conventions. Et c'est le résultat aussi de négociations, d'échanges et, j'allais dire, de mise en commun d'expériences, d'échanges. Et donc, ça ne peut que nous réjouir. Nous, Chambre de commerce, nous avons signé avec Bruxelles Airlines pour faciliter justement les déplacements à nos ressortissants, aux membres de la Chambre de commerce et d'industrie. Au niveau de la transformation, le contrat signé entre les opérateurs économiques ivoiriens et belges a pour objectif de transformer sur place, à grande échelle, le chocolat 100% ivoirien. Je considère qu'il est temps de créer des grands crus ivoiriens qui seront exportés vers le monde. Et c'est le contrat qui a été établi avec la maison Chocolat Guérin Boutron, qui existe depuis 224 ans. La Belgique est le 2e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Cette mission, forte de 265 opérateurs économiques représentant 135 entreprises, vise à renforcer la coopération commerciale et économique ivoiro-belge. La princesse Astrid de Belgique était à la cérémonie d'ouverture officielle de la nouvelle entité légale du groupe Siemens Côte d'Ivoire. Ce groupe international est spécialisé dans le domaine des technologies. Siemens est également partenaire de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Et puis sachez que la princesse Astrid de Belgique a quitté Abidjan. Ce soir, vous aurez les images en fin de journal. Le reste de l'actualité avec tout d'abord l'élection du président du conseil d'administration de la MUGEFSI, la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Mesmin Komoué a été élu pour un mandat de 4 ans, nous dit Konaté Moussa. Sur 300 délégués convoqués à cette assemblée générale élective de la MUGEFSI, 283 ont voté pour la liste Solidarité-Égalité, seule liste candidate. Libre champ donc pour Mesmin Komoué. Il devient le nouveau président du conseil d'administration de la mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Les fonctionnaires grognent aujourd'hui du fait des différents systèmes de quotas imposés. Les fonctionnaires grognent du fait des différents codes, n'est-ce pas, qui devront pouvoir valider les différents bons mutuels
nous allons prendre des dispositions en attendant la mise en place de ce que nous avons appelé la carte unique et intelligente. Nous allons prendre toutes dispositions utiles pour que tous ces désagréments-là soient relégués au calendrier grec. Bien entendu, il y a le défi de la couverture maladie universelle et nous allons effectivement nous atteler avec le gouvernement à pouvoir relever ce défi. En plus de ces actions prévues, Mesme Komoué s'assigne une mission de réconciliation. Le jeu électoral est terminé, bel et bien terminé. Il faudrait que nos rivalités, nos adversités qu'on a connues au cours de ce jeu électoral-là s'estompent. Ces camarades, n'est-ce pas, en ce qui les concerne, chacun a des qualités qu'ils pourront mettre à la disposition de la mutuelle. Nous voudrions qu'ils acceptent la main tendue et qu'ensemble nous puissions travailler au rayonnement de la MUJFC. L'Assemblée générale a aussi enregistré l'élection des 3 membres du comité de contrôle de la mutuelle, avec à la tête Isidore Besson. Pour le comité électoral national, le pari est donc gagné. On peut considérer donc que c'est un processus qui est globalement réussi et qui permet à son terme d'avoir des nouveaux organes pour la MUJFC qui sont pleins de légitimité. Pour nous, c'est la MUJFC qui est gagnante, qui en sort renforcée. Mesme Komoué succède ainsi à Soro Mamadou. Il va présider le conseil d'administration de la MUJFC de 2017 à 2021, un mandat de 4 ans. L'actualité nationale, c'est aussi la publication officielle des orientations des bacheliers pour l'année académique 2017-2018. Plus de 80 000 nouveaux bacheliers orientés, publication faite hier par la directrice générale de l'enseignement supérieur, le compte-rendu de Franck Quadio. Pour cette année académique, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a enregistré 82 363 demandes d'orientation. Les affectations des nouveaux bacheliers pour l'année universitaire 2017-2018 désormais publiées à travers une unique plateforme et ce depuis ce mercredi 25 octobre à 16 h. L'annonce est faite par la directrice de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. À l'adresse www.orientationsup.net. Adresse Internet connue, mais aussi des résultats d'affectation précisés. Sur 82 363 demandes d'affectation reçues, 20 545 étudiants ont été affectés dans les universités publiques, soit un taux de 25%. 61 818 étudiants, soit les 75% restants des bacheliers, ont été affectés dans les établissements privés. 44% de filles et 56% de garçons affectés pour cette nouvelle année. Ils ont été sélectionnés selon des critères précis dans les universités publiques, privées et grandes écoles privées. Et ceci selon les critères de notes, de série du bac et de limite d'âge définis dans les universités. Les affectations ont également tenu compte des paramètres suivants. Les choix exprimés par les candidats, c'est-à-dire les filières et établissements, les critères d'orientation dans les filières, les capacités d'accueil des structures et les résultats des établissements privés à l'examen du brevet de technicien supérieur de la session 2017. Des étudiants invités à s'inscrire dès maintenant. Une date limite pour la fin des inscriptions a été déterminée. Elle est fixée au 30 novembre 2017. Parlons maintenant de promotion de la femme en Côte d'Ivoire. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire se déploie à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est Bouaké, la capitale de la région de Bouaké, qui a abrité le lancement de la deuxième phase du compendium qui a pour objectif de promouvoir le leadership féminin ici en Côte d'Ivoire. Le reportage de Kader Sogodogo, RTI, Bouaké. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, COCOFSI, passe à l'étape de la régionalisation en vue de se rapprocher des femmes de tout le pays. Cette régionalisation permettra surtout de faciliter l'intégration des femmes du milieu rural et périurbain dans la base de données du compendium.
Également, l'identification des modèles de réussite en dépit de nombreux obstacles auxquels les femmes sont confrontées sera de mise. La conseillère spéciale genre du président de la République, Euphrasie Yao, coordonnatrice du compendium, est justement à Boaké. La ville va abriter le lancement de la régionalisation du compendium. Dans ce champ, avec les braves femmes qui font chaque jour des travaux champêtres pour nourrir nos populations, nous sommes venus les féliciter, les rencontrer, voir ce qu'elles font au quotidien pour que ce rôle, qui très souvent malheureusement est resté invisible, soit mis en lumière. Rencontre avec les femmes, visite de terrain, à domicile, dans les champs, échange avec les autorités, émissions radio et télé, le compendium est ancré dans le quotidien des femmes. Pour avancer, il faut que les femmes comprennent qu'on se donne la main. C'est ce que nous avons compris et on s'est mis ensemble pour aller de l'avant. On s'est mis ensemble, rentrer par la même porte, sortir par la même porte. Ce n'est pas une affaire de connaître papier ou ne pas connaître papier. Il faut exceller dans ce que tu es en train de faire. Le compendium, le moment est favorable, j'y adhère. Le lancement de la régionalisation du compendium féminin aura lieu le jeudi 26 octobre 2017 au Palais du Carnaval. Rendons-nous maintenant en Afrique du Sud où se tient une rencontre entre acteurs africains et internationaux de l'industrie pétrolière. La Côte d'Ivoire, notre pays, présente à ce rendez-vous, en profite pour faire la promotion de son bassin pétrolier. Délégation ivoirienne conduite par Thierry Tano, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, envoyé spécial RTI, Christelle Menan. Pourquoi la Côte d'Ivoire et pas le Nigeria ou l'Angola? Quels avantages présente le bassin sédimentaire ivoirien par rapport à son voisin ghanéen? Les réponses du ministre ivoirien du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, venu promouvoir le potentiel pétrolier et gazier ivoirien à la 24e édition de l'African Week Oil. Nous faisons partie d'un bassin sédimentaire attractif qui est aussi très actif en matière de pétrole et de gaz. À ce jour, le bassin sédimentaire ivoirien comprend 48 blocs pétroliers, dont 11 en exploration et 33 libres. 4 blocs sont en production et fournissent actuellement plus de 240 millions de pieds cubes de gaz par jour. Nous avons un marché de gaz complètement intégré dans notre production d'électricité. Une production d'électricité à un niveau sous-régional, car vous devez savoir que nous revendons une partie de cette électricité à la région tout entière. Un marché ivoirien et sous-régional dynamique qui repose en partie sur une main-d'œuvre locale qualifiée, une législation et une réglementation attractive. La conférence réunit 8 ministres de pays producteurs d'hydrocarbures, une trentaine d'investisseurs, de compagnies pétrolières nationales et d'experts internationaux. Tous à Cape Town, en Afrique du Sud, pour partager leurs expériences et surtout créer des opportunités d'affaires et de partenariats gagnant-gagnant. Il y a 4 ou 5 années, les échanges entre pays africains au sein de l'Association des producteurs africains de pétrole étaient de l'ordre de 2%. C'est la meilleure solution que de promouvoir ces échanges interafricains, car nous sommes le continent le moins éclairé et nous avons besoin de ces ressources pour produire ce dont nous avons besoin, l'électricité. Électrifier l'Afrique grâce au gaz naturel notamment. C'est un des enjeux pour le continent qui tend aujourd'hui vers une intensification des échanges et de la coopération entre acteurs africains. À travers les compagnies pétrolières nationales, les gouvernements entendent optimiser l'utilisation et l'exploitation des ressources en hydrocarbures pour un bénéfice concret et durable dans le quotidien des populations. Ici en Côte d'Ivoire, un dernier hommage a été rendu par le gouvernement ivoirien aux victimes décédées dans le crash de l'avion affrété par l'armée française. Ce mercredi à Ivosep, dans le district d'Abidjan, des représentants de l'autorité ivoirienne ont exprimé le soutien du gouvernement aux parents des victimes. Gabriel Zanilou. La mère de l'une des victimes du crash survenu le samedi 14 octobre est inconsolable. Toutes les victimes décédées sont de nationalité moldave. Ce mercredi matin, à Ivosep, le gouvernement leur a rendu un dernier hommage. Le soutien du gouvernement, un soutien normal. Le président de la République a fait un télégramme au président moldave et la Côte d'Ivoire se tient aux côtés du gouvernement moldave, aux côtés du peuple moldave, également aux côtés des familles attristées.
Nous sommes aussi venus leur rendre hommage parce qu'ils étaient en mission donc dans le Sahel, donc pour l'ensemble de la région. Donc il était important que le gouvernement, au nom de toute la région aussi, donc vienne manifester donc leur solidarité et leur reconnaissance donc au travail qui est fait donc pour amener donc la paix dans la région. 10 personnes, dont 6 Moldaves et 4 Français, étaient à bord de l'appareil qui s'est abîmé à Port-Bouët, en bordure de mer, non loin de l'aéroport d'Abidjan. L'avion, en provenance de Ouagadougou, a chuté dans l'eau. Il avait été loué par l'armée française dans le cadre de l'opération Barkhane de lutte antiterroriste au Sahel. Les causes de cet accident sont encore inconnues. Les enquêtes se poursuivent. Les dépouilles des victimes du crash d'avion seront rapatriées en Moldavie ce mercredi. Un hommage sera rendu demain jeudi à Hortense Akangui, maire de la commune de Port-Bouët, décédée en septembre dernier. L'information a été donnée par la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Herman Niamien, nous en parle. C'est le 30 septembre dernier que le maire de Port-Bouët, Hortense Akangui, est décédé. Femme politique, mais aussi femme d'engagement et de conviction, qui a servi de modèle à plusieurs femmes en Côte d'Ivoire, les femmes dans leur ensemble ont décidé de lui rendre un vibrant hommage pour lui témoigner leur affection. C'est donc pour préparer cette cérémonie d'hommage qui aura lieu le jeudi 26 octobre prochain au Palais de la Culture que les différentes associations féminines du pays sont ici en réunion sur invitation du ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Aujourd'hui, nous parlons leadership féminin, nous parlons autonomisation de la femme, mais ce sont des valeurs qu'incarnait déjà Mme Hortense Akangui. Pourquoi? Parce qu'elle a été la deuxième femme ministre en charge des femmes, après Jeanne Gervais. Elle a été la deuxième femme présidente de l'Association des femmes ivoiriennes. Elle a été la première et la seule femme maire de la commune de Port-Bouët jusqu'à sa mort. Et elle a milité au sein de plusieurs associations. Donc pour toutes ces raisons, nous avons voulu lui rendre un vibrant hommage avant son dernier voyage. Avant la cérémonie du jeudi prochain, certaines qui l'ont connue et côtoyée ont tenu à faire un témoignage sur l'illustre disparu. C'est une grande perte pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Parce que Mme Akangui représentait vraiment pour les femmes, pour nous. Et vraiment, c'est notre maman. C'est notre maman et c'est notre exemple dans tous les domaines. Elle porte en elle toute la grandeur d'un engagement à la fois politique et social. Elle nous laisse un bel enseignement, toujours s'engager avec conviction, avoir le sens de l'autre, savoir se donner, savoir s'impliquer, savoir accorder de la place donc à ce qui nous tient à cœur. Ce que je peux lancer comme appel à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, c'est pour qu'on se mobilise pour lui rendre hommage. Parce que c'est une femme qui a servi la Côte d'Ivoire au nom des femmes de Côte d'Ivoire. Née en 1933 à Agboville, Hortense Akangui est une femme politique ivoirienne. Ancienne ministre de la promotion des femmes dans le gouvernement de la Première République ivoirienne avec Félix Houphouët-Boigny. Maire de la commune de Port-Bouët dans l'agglomération d'Abidjan depuis 37 ans, Hortense Akangui détient le record de longévité au poste de premier magistrat d'une commune en Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais dans les titres, au Kenya, l'élection présidentielle aura bel et bien lieu demain jeudi. Le candidat Raila Odinga, l'opposant au pouvoir, a décidé de boycotter ce scrutin. Il a demandé à ses militants de ne pas sortir de chez eux et de son côté, le président Uhuru Kenyatta a exhorté ses concitoyens à voter dans la paix pour l'élection présidentielle de demain. Gabriel Zani. Au Kenya, le second tour de la présidentielle aura lieu jeudi 26 octobre. Mais le leader de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a appelé ce mercredi les électeurs à ne participer en aucun cas à ce scrutin. Pour lui, cette élection ne pouvait être ni crédible ni équitable. Un appel qui intervient après plusieurs manifestations de militants de l'opposition émaillés d'affrontements avec la police. La Cour suprême a renoncé mercredi à statuer sur un recours plaidant en faveur d'un report de l'élection présidentielle de jeudi en l'absence de 5 de ses 7 juges.
Saisie par l'opposition, la Cour suprême avait invalidé le 1er septembre la réélection du président sortant, Uhuru Kenyatta, invoquant des irrégularités dans la transmission des résultats. Mais elle avait ordonné la tenue d'un nouveau scrutin dans les 60 jours conformément à la Constitution. Le principal opposant Raila Odinga, déjà 3 fois candidat malheureux à la présidentielle, s'est retiré de la course. Ce mercredi, un autre rassemblement a été organisé par l'opposition à Nairobi, la capitale kenyane, alors que la campagne a pris fin lundi soir. Et puis au Libéria, le candidat Charles Bromskin, arrivé en 3e position, demande à la commission électorale du Libéria d'annuler purement et simplement le premier tour. Il dénonce des fraudes et des irrégularités. George Weah, le footballeur, et Joseph Boakai, candidat du parti au pouvoir, doivent en principe s'affronter au second tour prévu pour le 7 novembre prochain. Rappelons que la princesse Astrid de Belgique a quitté Abidjan ce soir et au terme d'une mission économique de 72 heures en Côte d'Ivoire. Comme vous le voyez sur votre petit écran, elle a été accompagnée à son départ par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Fin de ce journal, vous aurez donc l'intégralité du Conseil des ministres tout à l'heure après le journal et après ça vous aurez droit à un long métrage qui a pour titre « Ivoirien plombier malgré lui ». Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.